D'abord, merci à la Société française des architectes, à Karim Basbouche de cette invitation dans ces lieux où je ne suis pas venu si souvent, mais j'y ai parlé dans le cadre d'un colloque, je crois. C'était en 2012. Voilà. Et en effet, c'est vrai ce qui a été dit là, qu'il n'y a pas énormément d'écrivains qui s'intéressent à l'architecture, à l'urbanisme, sauf au titre d'usager de l'espace urbain en général. Et aujourd'hui, il y a un retour massif au paysage, etc. Il y a plus de randonneurs qu'il y a de chemins, enfin, etc. Mais c'est un peu différent. Et je ne m'intéresse pas non plus à l'architecture en historien de l'architecture. Je n'ai absolument, malheureusement d'ailleurs, j'aimerais bien, mais je n'ai pas la bonne compétence pour ça. Donc c'est surtout aussi en tant qu'usager de la ville que je suis devenu plus proche de ces questions. Et quand je dis des questions, c'est des questions. C'est pas seulement me promener dans la ville pour en profiter d'une certaine manière ou en souffrir éventuellement aussi, comme vous allez le deviner en m'entendant, mais aussi en essayant d'apprécier la façon dont justement le bâti, les architectes peuvent y intervenir. Et puisqu'il a été fait référence, très brève introduction, hein, à ce petit livre qui s'appelle La célébration de la boule, qu'en effet j'ai publié en 1967. J'étais fort jeune, j'avais 18 ans, mais c'est un livre que j'avais voulu publier pour convaincre mon père, qui était entrepreneur dans le bâtiment, que c'était pour de vrai que je voulais devenir écrivain, et le connaissant, je savais que le seul moyen de le convaincre, c'était par un objet, livre. Voilà, et ça avait réussi en quelque sorte, et puisque je dis ça, en fait, c'est au contact de mon père, quand il n'avait pas encore perdu la vue, en visitant les chantiers avec lui, tout ça, quand j'étais petit, que j'ai vraiment commencé à aimer ça, quoi, à aimer... à essayer à comprendre que, oui, la forme d'un escalier, c'est une forme, et que s'il est comme ci, il n'est pas comme ça, et voilà, etc., etc. Donc là, j'ai fait ce texte, vous allez le voir, il est relativement en phase avec, je crois, je l'espère, avec pas mal de problématiques actuelles d'aujourd'hui. Et puis, j'ai demandé à un ami photographe qui s'appelle Benoît Fougérolles, qui a peut-être travaillé avec vous, enfin il a travaillé pour les cahiers de l'école de Blois et pour d'autres choses. Il travaille beaucoup avec les architectes et je lui ai demandé comme ça, parce qu'il a un fonds énorme, je lui ai demandé de me prêter 4 images qui sont des images du tout venant, du n'importe comment d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà, et elles nous accompagneront, donc ça c'est la première. Chaque matin, avant d'ouvrir la radio, on hésiterait presque à le faire, tant est violent et continu le récitatif des désastres accablant la planète. Le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, la destruction des milieux, la tyrannie, la guerre, c'est la totalité du visible et de l'habitable, c'est tout ce qui nous porte qui est affecté. Nous le savons, mais nous avons d'abord cela en nous comme un savoir secret qu'il nous faut mettre de côté pour engager les 1001 gestes qui font le quotidien. En apparence, sauf bien sûr dans les parties du monde qui viennent d'être frappées par une catastrophe, ou celles, comme aujourd'hui l'Ukraine, où la guerre est active, la vie continue telle qu'elle existe, déployée dans le jeu excitant de ses différences. Mais malgré cette prodigieuse force d'inertie qui maintient ici et là les lieux et les actions dans la sphère d'une sorte de droit coutumier universel, nous sentons constamment, et de plus en plus, que cette sphère devenue fragile fuit de toutes parts et se lézarde. Toutes les formes de vie, pour autant qu'elles soient parvenues au stade de leur reproduction continuée, sont confrontées à des forces déstructurantes et parfois purement destructrices. Les cas les plus évidents sont ceux des formes de vie animale et végétale, avec tout ce qui porte atteinte à la diversité du vivant, mais les formes de vie humaine n'échappent pas à la règle et nulle part il n'est possible aujourd'hui de se fonder sur des consistances un tant soit peu continues.
quand bien même elles hériteraient d'une longue tradition comportementale ayant produit au fil des siècles une sorte d'enveloppe, ou plutôt, pour reprendre le terme inventé par Jacob von Uexküll, une sorte d'Umwelt spécifique, toutes nos activités s'en ressentent de ce lézardement, de cet abandon. Aucune n'échappe à la mise en crise que lui impose l'emballement non critique d'une époque qui fonce en effet droit devant elle, sans même que cet avenir puisse être envisagé comme un sens voulu et partagé, comme une destination. Sans destination, où sommes-nous? Où en sommes-nous? Vers quoi allons-nous quand même? Nul aujourd'hui où qu'il se trouve ne peut répondre. Et s'il est plein d'indices, le tableau se présente plutôt comme une sorte d'immense jeu de Mikado, renversé, où l'on hésiterait à tirer la moindre baguette. Mais c'est pourtant ce que nous sommes contraints de faire pratiquement à chaque instant, et le moindre de nos gestes peut être considéré comme une telle action. La plupart du temps, celle-ci n'a pas d'autre portée que locale et momentanée. Mais c'est justement à ce niveau-là, dans la ponctualité d'un espace d'intervention restreint, que s'effectuent les choix décidant de telle ou telle orientation, à petite échelle. Cette répartition problématique des occurrences, ce « que faire » sans fin reconduit, est particulièrement à l'œuvre dans les pratiques agissant directement sur l'espace. Les plus massives de ces interventions, directement liées aux fonctions vitales de la nourriture et de l'habitat, étant celles de l'agriculture et de l'architecture. Autrement dit, les pratiques par lesquelles, une fois accompli le pas décisif du néolithique, se sont ouverts les temps historiques dont nous sommes les descendants, les héritiers. Comme l'agriculture, l'architecture agit directement sur l'étendue, où chacune de ces interventions, quelle qu'en soit l'échelle, transforme le visible. On peut limiter le champ de ces transformations à ce qui ressortirait à l'architecture proprement dite, l'architecture en tant qu'art, l'architecture des architectes, mais on peut aussi, et c'est ce que je ferai plutôt, l'étendre à un sens beaucoup plus générique, où elle recouvre l'ensemble des actes de construction et d'aménagement de l'espace, non seulement le bâti, tout ce qui se construit, tout ce qui l'a été, mais aussi les formes composées du paysage, y compris, et c'est très important, les réseaux viaires et tout ce qui a été récemment rassemblé par Éric Alonso dans son essai sur l'architecture de la voie. Par conséquent, une masse considérable, dispersée à travers la Terre entière ou presque, et dans laquelle les couches historiques, souvent nombreuses et anciennes, s'enchevêtrent. Malgré le travail du temps, parfois accéléré par les ravages de l'esprit destructeur qui, aujourd'hui comme hier, multiplie les ruines, on peut dire que dans l'ensemble, principalement via les édifices, mais aussi via quantité d'images et de récits, cette masse est plutôt bien documentée. Mais elle augmente chaque jour, et la proportion des apports récents devient si considérable qu'elle est parfois seule à occuper le terrain. Même si l'on y est déjà habitué, c'est toujours avec une certaine stupeur que l'on voit croître et se multiplier les surfaces occupées par le bâti, que ce soit de façon essaimée ou hyper concentrée. Je pense par exemple à ces immenses ensembles de tours regroupant des millions d'habitants, comme en Chine, mais aussi bien en d'autres points du monde. Malgré tout ce que l'on peut imaginer, ou via les reportages et les photographies, malgré tout ce qu'on a eu l'occasion de voir, c'est une expérience vraiment saisissante lorsqu'on y est directement, physiquement confronté. Un souvenir, traversant à Wuhan le Yangtze, que plus personne n'ose appeler le fleuve bleu, juste en aval de sa confluence avec la rivière Han, je me souviens de l'extraordinaire spectacle offert depuis le pont d'un ferry bondé, non seulement par les tours bordant les rives, mais aussi par quantité de grues appelées à en doubler sous peu le nombre. Je sais qu'à cette image, qui a déjà 10 ans et qui est antérieure à la réputation que s'est forgée entre-temps Wuhan, avec le jaillissement en son sein de la source supposée d'une pandémie devenue mondiale. Je sais qu'à cette image d'une croissance exacerbée et comme sans mémoire, on peut sans peine opposer d'autres images
plus paisible, d'architecture pérenne, voire d'écrins villageois cachés, et que le flambant neuf et le vétuste cohabitent, comme le font les zones d'empilement et de clonage, et des espaces finement pensés, comme le font la misère et le luxe, la rigueur formelle et le kitsch. Mais telle est bien la situation dans laquelle nous sommes pris, pleine d'écarts, de déséquilibres, de collisions, d'effets de collage involontaires. Or, ce grand patchwork désarticulé d'espaces qui se côtoient en s'ignorant ou en s'affrontant, s'il a quelque chose de fascinant, forcément, il n'aboutit en fin de compte qu'à fournir une image ressemblante du monde désaccordé qui nous porte, monde sans rêve, que le pouvoir financier s'obstine à rendre conforme à son rêve à lui, qui est celui d'un contrôle total des formes de vie, de comportement et d'habitation. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un tel sentiment de perte des repères et de délitement généralisé est ressenti. Nous pouvons nous souvenir notamment du temps sorti de Ségon, de Hamlet, « The time is out of joint », tout près duquel on trouverait le plus précis mot de John Donne, « Tout est parti en pièces, toute cohérence a disparu, « It is all in pieces, all coherence gone ». Exact contemporain de Shakespeare. Formule qui caractérise l'angoisse ressentie en ces temps troublés, dans toute l'Europe autant qu'en Angleterre, mais ce serait pour voir aussitôt que parallèlement à ce sentiment de désarroi, en même temps, une architecture qui était capable d'une extraordinaire lisibilité voyait le jour. Je pense par exemple, et j'ai choisi un exemple anglais exprès, je pense par exemple à ce pur théorème qu'est la St. Paul's Church d'Inigo Jones à Covent Garden, qui date de 1633. Et au-delà d'elle, d'ailleurs, à toute la ligne claire qui traverse l'Europe en venant d'Alberti et de Palladio. Il serait certes absurde de résumer la forme du bâti de l'époque à ce seul aspect, mais je veux juste à travers lui signaler la conviction avec laquelle l'architecture est parvenue alors à se concevoir fidèlement à sa définition initiale comme organisatrice et mesure de l'espace. Par rapport à ce moment, dont je reparlerai un petit peu, la question serait donc de se demander si aujourd'hui, alors que le temps non seulement est ressorti de ses gonds, mais semble précipiter le monde dans un concert éperdu de ratures, il existe ou il existerait une architecture capable de lui opposer la réponse d'une leçon intégralement formée. Il est sûr que l'on pourrait répondre en feuilletant le catalogue des réalisations récentes les plus réussies. Mais outre le fait que ce catalogue, s'il en passe avant tout, comme c'est trop l'usage par de grands objets, serait forcément sujet à caution, il serait totalement erroné d'envisager le problème sous l'angle strictement esthétique de la réussite formelle. Ce qui doit être interrogé en premier, il me semble, ce n'est pas tel ou tel projet pris séparément, c'est la forme et l'état du projet, c'est la façon dont il est capable ou non de répondre à la situation qui est aujourd'hui celle qui résulte de tout ce que les hommes ont fait à l'espace qui les entoure. Il y a une histoire de cette occupation de l'espace, et elle conduit jusqu'au débordement actuel. Et il y a une histoire parallèle de la capacité d'intervention de l'architecture, du projet d'architecture, qui semble quant à eux déboucher sur une impasse. On peut dire du temps que j'évoquais en parlant d'Inigo Jones, qu'il aura été celui, je crois, de l'apogée de la progettazione, celui où le projet architectural tendit à mettre en place une continuité sans faille entre ce qu'il imaginait et ce qu'il accomplissait. Bon an, mal an, à travers les soubresauts de l'histoire, les innovations techniques et les ruptures stylistiques, on peut dire que le modèle de cette transparence, le modèle, pas la transparence elle-même, que le modèle de cette transparence a traversé les siècles et qu'il s'est maintenu et même renforcé au moment où la bibliothèque des références classiques, désormais confisquée par l'académisme, a dû céder le pas aux initiatives du mouvement moderne. Celui-ci, à travers ses différents avatars, et en n'hésitant pas à gonfler la sphère du projet jusqu'à des ambitions de totale refonte et de table rase, je ne développe pas, loin de relativiser son aire d'intervention,
l'a au contraire largement étendue. Et ce que l'on pourrait appeler l'ambiance constructive, via une idéologie du chantier renforcée par la croyance dans le progrès, aussi bien technique que social, sembla pouvoir reconduire au sein de l'édification effective la confiance que le projet avait en lui-même, confiance rendue possible par celle que l'on mettait en lui. Le tableau de Fernand Léger, Les constructeurs, qui date de 1950, montre cette version optimiste de l'édification, avec ses ouvriers accrochés dans l'entrecroisement des poutrelles d'un immeuble en construction. Cette vision, où le monde naturel n'est rendu présent que par quelques branches mortes traînant sur un échafaudage, et qui idéalise un chantier entièrement tourné vers l'avenir, cette vision tire sa force du fait qu'elle pourrait aussi bien servir un modèle socialiste qu'illustrer la construction d'un gratte-ciel new-yorkais. En vérité, et conformément à ce qui fascinait le peintre, elle fait les deux à la fois. Mais ce que l'on peut en retenir, alors que le tableau qui date de la période dite de la reconstruction est en fait quelque peu postérieur au moment proprement héroïque du mouvement moderne, c'est l'idée d'une alliance quasi mécanique entre le projet et le chantier, celle d'un monde idéal où l'effort de l'ouvrier réalise le plan de l'architecte, lui-même entièrement dévoué à la cause sociale. Dans le ciel bleu où stagnent quelques nuages, aucune inquiétude ne vient perturber cette anti-Arcadie à la fois affairée et tranquille. Si j'insiste un peu sur cette image, c'est pour mesurer tout ce qui nous en sépare désormais, quelle que soit l'admiration que l'on puisse avoir pour la force de son invention plastique. L'image reste, elle est là devant nos yeux, mais le monde auquel elle renvoie comme celui vers lequel elle se tend se sont éloignés l'un et l'autre. Plus personne aujourd'hui, je crois, ne pourrait afficher une telle confiance en un avenir que chaque geste du présent tendait à conduire et à renforcer. Plus personne, même en étant encore soumis, via sa version high-tech agrémentée d'un peu de vernis écologique à l'idéologie pourtant obsolète d'un progrès continu, nul ne pourrait éviter de voir se profiler derrière l'image positive du chantier et des constructeurs, celle contraire d'une destruction en cours ou à venir. Mais du monde de patrons et d'ouvriers, d'ingénieurs et d'architectes auquel le tableau de Léger renvoie, nous ne nous sentons éloignés que parce qu'il est aussi notre provenance. Sans avoir peut-être autant d'allant, l'atmosphère qui fut celle des chantiers justement de la reconstruction, et même de ceux des grands ensembles, en était encore imprégnée. En témoignent entre autres les nombreuses cartes postales aujourd'hui vintage qui, en reproduisant les cités à peine sorties de terre, célébraient la venue d'un monde nouveau. Je signale au passage, enfin vous devez le connaître, le magnifique travail que le photographe Mathieu Pernaut avait fait en pixelisant ces cartes postales des années 60 et en montrant à travers ces images agrandies l'espèce d'extase, au fond, dans laquelle sont apparues les cités. Cette ultime trace, certes, déjà bien affaiblie d'une utopie dont l'architecture, malgré son caractère répétitif, voire sclérosé, aurait été la colonne vertébrale, nous la voyons aujourd'hui recouverte, d'une part du fait de la dérive qui aura été celle des cités en question, d'autre part du fait d'un changement complet de l'atmosphère créatrice. Non pas qu'il n'y ait plus d'architecture, au contraire, il y en a sans doute davantage aujourd'hui, et souvent, je crois, j'en suis sûr même, de meilleure tenue. Et nombreux malgré tout sont les chantiers. Mais le sentiment que donne depuis des années la scène de la construction est celle d'une extraordinaire dispersion, celle d'une sorte de concours aléatoire, où à toutes les échelles, l'arbitraire des solutions se donne libre cours, tout l'effort ayant porté via infrastructure, réseau, schéma directeur et via les sacro-saints plans d'occupation des sols, tout l'effort ayant porté sur la mise en place de grilles qui ne sont pas tant des grilles de lecture et d'interprétation du territoire que celles d'une froide et parfois arbitraire répartition de ses potentiels fonciers. À l'intérieur de ce champ à la fois anarchique et autoritaire, tout entier tramé par la spéculation, l'architecture n'a guère d'autre solution que de se faufiler ou de se faire remarquer.
Et c'est bien sûr l'architecture qui aime à se faire voir, l'architecture voyante qui emporte la mise, en tout cas au niveau des commandes et des commentaires suscités. D'où ce règne quasi incontesté de l'objet, de ce que j'appelle l'objet, grand objet, ce règne quasi incontesté de la prouesse et de la signature qui aligne entièrement l'art de l'architecte sur les effets d'annonce et les sbroufs, et plus gravement sur une indifférence au contexte, j'y reviendrai parce que c'est trop rapide de parler du contexte comme ça, sur une indifférence au contexte d'ailleurs assumée sans complexe. Je suis bien conscient, bon, j'ai choisi de ne pas illustrer d'exemples, pas pour ne pas offenser tel ou tel architecte, mais parce que voilà, c'est bien connu, et puis ça aurait emporté ma communication vers un aspect de critique d'architecture qui n'en est pas le but. Je suis bien conscient, en décrivant les choses ainsi, de forcer un petit peu le trait, et chemin faisant d'être trop expéditif et en conséquence peut-être injuste. Quantité de surprises nous attendent encore, quantité de preuves d'une endurance de l'écriture architecturale, urbaine, paysagère, continue de nous être donnée, au coin d'une rue, dans une enfilade inattendue, par un jardin ou un escalier, par une délicatesse de rendu, un auvent subtil, une invention rythmique, un remploi surprenant, et ainsi de suite. Oui, tout cela existe aussi, mais comme écrasé par la déferlante d'une actualité spectaculaire où n'entre guère en considération que les exploits techniques d'une architecture vouée au monumental et dont les coûts souvent exorbitants relèvent entièrement de la tendance à la dépense somptuaire et au gâchis qui semble accompagner automatiquement les actes du capitalisme libéral sous toutes ses formes, à commencer par celles relayées et soutenues par l'État. Au XIXe siècle, Blanqui, cité par Walter Benjamin, avait dit de l'absolutisme que, je cite, « quand il oublie un instant sa fureur de la guerre, c'est pour être pris par la fureur des bâtisses ». Formule moqueuse que l'on peut, je crois, appliquer sans peine à la forme que l'absolutisme, ou ce qui serait aujourd'hui son équivalent, a pris, autrement dit, à cet enchevêtrement complexe de pure spéculation et d'enjeux symboliques qui trouve justement dans la fureur des bâtisses l'exutoire privilégié de sa volonté d'emprise. Je parle ici, bien sûr, en tant, comme je l'ai dit au tout début, en tant que piéton, promeneur, arpenteur de ville, et c'est à ce titre, n'en ayant pas d'autre, au fond, que je le fais. N'étant donc ni architecte, ni praticien du bâti, je n'ai pas à éprouver quotidiennement la puissance déceptive de quantité de contraintes que je n'ignore pourtant pas. Mais quelle que soit notre activité ou notre position dans le monde, nous sommes tous des utilisateurs et des témoins de l'architecture. Nous sommes tous les habitants ou les visiteurs, ou les deux, d'un monde tramé, bâti, contrôlé, ayant donc comme tel en droit comme en acte une pratique régulière des espaces qui nous entourent. Les espaces, c'est-à-dire ce jeu formidable d'espacement et de volume, d'artefacts et d'éléments naturels qui est le milieu où nous nous formons, milieu vivant dont chaque modification nous affecte en bien ou en mal. Or ce milieu qui est à la fois texte et contexte, c'est ce que l'on accoutume peut-être davantage dans les métiers du paysage que chez les architectes, c'est ce que l'on a coutume d'appeler l'existant. Et il semblerait logique, au fond, que l'on ne puisse y intervenir qu'en tenant compte de ce qui le compose et le rend si complexe et si vivant. Si un bâtiment peut être défini comme l'angle d'incidence d'un projet et d'un milieu, encore faut-il qu'à cet angle, la possibilité d'un véritable contact ait été donnée. Mais justement, ce qui caractérise quantité de projets, surtout lorsqu'ils naissent dans l'ambiance raréfiée d'un concours d'idées formelles et d'innovations techniques sous-tendues par une idéologie narcissique de la performance, c'est de refuser ce contact, de ne pas le vouloir, c'est de remplacer une étendue réelle par une surface transformée, quasi abstraite. L'âge de la dalle, qu'on peut heureusement considérer comme dépassé, aura été le moment sommital de ce refus. Il est remplacé aujourd'hui par des effets d'imposition sans doute plus subtils, mais qui, dans les grands objets, ne refusent pas moins que la dalle l'effectivité d'un contact réel et négocié avec l'existant. Dans tous les cas,
qu'il s'agisse de la solution caricaturale de la dalle, en tant qu'elle aura été la marque effective et visible, lourde et bornée de ce refus du contact, ou qu'il s'agisse de solutions plus rasantes, ce qui caractérise cette volonté de maîtrise, c'est la docilité avec laquelle elle vient répondre au cadre normatif et comptable de ce que l'administration politique des usages appelle l'occupation des sols, expression à propos de laquelle il n'est sans doute pas inutile de rappeler la connotation militaire que lui donne l'idée même d'occupation. Peut-être que tout est là, peut-être que tout vient de là, c'est-à-dire aussi de très loin, et que c'est de cette idéologie de l'occupation que dérive le défaut le plus criant des formes modernes ou récentes de la projetation. Voilà. Il va de soi qu'il n'y aurait pas de sens à indexer les sols et les substrats urbains sur ceux que l'on rencontre hors d'eux. Mais de même qu'en agriculture, on peut cultiver la terre en la respectant ou en l'épuisant, on peut, en ville et en banlieue, accepter l'artificialisation des sols comme une donnée incontournable, ou bien la jouer, l'aérer, la rendre intelligente. Mais surtout, si le monde de la ville peut être considéré, en tout cas aujourd'hui, comme l'Umwelt humain par excellence, comme l'Umwelt humain, l'enveloppe la plus répandue, alors c'est la forme enveloppante justement de cette Umwelt, avec les strates historiques qui le structurent et les milliers d'éléments qui le composent, qui forment le milieu, le substrat avec lequel le bâti, qui en fait partie, doit entrer en intelligence. Il ne s'agit pas seulement du contexte, celui-ci étant souvent expédié d'ailleurs comme une formalité, mais de toute une géographie sensible, au sein de laquelle les marqueurs d'identité locale et les invariants alternent avec les apports venus de l'extérieur et parfois de très loin. Cette géographie sensible concerne au premier chef les habitants eux-mêmes, mais également les usages et les flux, les matières, les marchandises, les objets, les coutumes. Tout ce que toute ville, différemment, tout site, plus généralement, différemment à chaque fois et différemment aussi en toutes ses parties, brasse et renouvelle. Je le dis, c'est cela le matériau fondamental, et c'est avec cela que les formes à venir ont ou devraient avoir à jouer. Extraordinaire pourtant est la distance qui sépare le climat du projet de ce matériau ultra-sensible où il est censé atterrir, et cette distance qu'on peut réduire, qu'il faudra réduire, augmente avec l'échelle de l'intervention. L'idée qui vient naturellement, c'est celle d'une autre architecture, d'une architecture qui, au lieu de les abandonner, prendrait à bras le corps les échelles d'intervention les plus légères et irait au-devant d'un redéploiement du geste architectural hors de l'objet grand objet, qui semble seul encore aujourd'hui avoir la faveur des édiles. Il ne s'agit pas d'un simple vœu ou d'une simple orientation esthétique ou politique, mais de la nécessité de répondre aux enjeux de la situation dans laquelle notre époque est en train de basculer. En termes simples, devons-nous continuer de laisser se propager l'occupation indue, l'artificialisation et l'empilement, ou devons-nous passer à autre chose, à quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas encore, une architecture de fragments déployés en essaim et qui serait en phase avec les systèmes d'écho, grâce auxquels les lieux produisent les récits qui les rendent reconnaissables. Système d'écho ou écosystème, écosystème écrit avec un H. Oui, à l'évidence, il s'agit d'un jeu de mots, mais la référence à l'écologie est précise et ce qu'elle agrippe à travers la notion d'écho avec un H, ce n'est aucunement un cadre réglementé d'obligation, c'est la possibilité d'une intelligence et d'une intelligibilité des modes d'existence et d'habitation. Au lieu d'occuper le monde, être en intelligence avec lui. Au lieu de résider, dialoguer. Au lieu d'enclore, penser les liaisons, les transitions, apprendre ou réapprendre, à lier et à délier, à chanter. Penser l'espace urbain ou périurbain, et même la ruralité, comme un continuum unique, et le territoire, pardon, c'est pas le Covid. J'ai vérifié.
penser l'espace urbain ou périurbain et même la ruralité comme un continuum unique et le territoire comme un corps certes fatigué mais tramé par des énergies que l'équivalent d'un travail d'acupuncture permettrait de ranimer. Pardon. Voilà. Continue la visite. Les formes et les matériaux de ce travail existent et sont dispersés entre des solutions remontant au plus lointain passé, comme la cabane, qui aurait été pensée au XVIIIe siècle comme l'origine de l'habitation humaine et qui revient aujourd'hui, au moins en tant que motif, des formes anciennes et des solutions au contraire liées à la recherche de nouvelles structures, toute une mémoire des actes constructifs du passé se mêlant à l'invention de nouveaux modes de faire, comme l'illustre l'exemple extensible et qu'il faudrait commenter longuement, des matériaux biosourcés. Aucune restriction de l'échelle d'intervention dans ce que l'on doit d'ores et déjà envisager non seulement comme un grand chantier, mais comme le chantier même de l'architecture la plus urgente, celle qui serait capable de troquer la virtuosité exhibée de grands objets arbitrairement plantés dans le décor, de troquer cela contre un très fin travail de couture, unanimement répandu, travail qui, soit dit en passant, exigerait autant sinon davantage de compétences et de patience attentive que ce qui relève de la simple prouesse. Impossible, en tout cas pour moi, sur l'instant, de caractériser de façon plus précise cette reconversion du projet, puisqu'elle ne reposerait ni sur une orientation stylistique ou sur une typologie déterminée à l'avance, ni sur une sorte de cahier des charges répétable qui aurait valeur de principe. Son fonctionnement serait plutôt de l'ordre d'une intervention qui à chaque fois serait à rejouer et à réinventer en accord avec un lieu exactement sondé, c'est-à-dire compris dans son caractère unique et non réplicable. Et s'il fallait quand même trouver un principe sur lequel il y aurait à se régler, ce serait celui d'une légèreté, mot que l'on peut entendre en le tirant du côté de ce que Deleuze et Guattari proposèrent pour la littérature, ce qui nous amènerait à parler d'une architecture mineure. Désignation à laquelle toutefois je n'adhère pas, parce qu'elle laisserait trop facilement penser que l'autre architecture, celle qu'il convient selon moi d'abandonner, serait majeure. Mais c'est d'abord au sens le plus littéral de la légèreté que je pense, quand léger, tout bonnement, s'oppose à lourd, quand la légèreté nomme ce qui ne pèse pas. Peser sur la terre, et même trop souvent peser lourdement. Cela semble avoir été le destin de l'architecture, en tout cas aussitôt, et c'est en grande partie son origine, qu'elle a été liée au pouvoir. Mais on pourrait aussi bien, on pourrait même beaucoup mieux raconter son histoire de l'architecture en scrutant la façon dont par quantité de ruses et d'inventions, les bâtiments eux-mêmes et davantage encore leur assemblage ont tenté d'échapper à cette règle, de produire continuellement de l'allègement. Par-delà l'intéressant parcours qui permettrait d'évaluer le poids de telle ou telle architecture, sa lourdeur ou sa légèreté d'une époque à une autre et dans toutes les civilisations, force est de constater que la quantité de bâtis qui existent aujourd'hui de par le monde crée d'office, c'est le cas de le dire, une rupture de charge, et que la sensation d'un monde devenu trop lourd et épuisant la terre qui le porte vient d'elle-même à l'esprit. Or, cette pensée selon laquelle il y aurait un épuisement du sol, dont les villes, en croissant et en se multipliant, seraient en grande partie responsables, est en fait une pensée ancienne, puisqu'elle remonte aux sources de la géomancie, telle qu'elle continue d'être active en Extrême-Orient, via le Feng Shui ou sa variante coréenne, le Pung Su. Dans cette forme de pensée, où une attitude magique religieuse coïncide avec une observation topographique extrêmement fine, l'un des traits dominants est que chaque lieu est en relation avec diverses forces, comme l'eau ou le vent, mais entre lesquelles l'énergie venant de la terre joue le premier rôle. On peut résumer les choses ainsi. Les lieux particulièrement utilisés par les hommes,
justement parce qu'ils les ont élus à un moment donné, finissent par voir s'amenuiser l'ensemble des conditions favorables qui ont présidé à leur naissance et à leur croissance. En d'autres termes, les points de concentration humaine fatiguent le sol sur lequel ils se trouvent, et les bâtiments qui les forment, loin d'être neutres et de reposer simplement sur la terre, fonctionnent plutôt comme des consommateurs avides de cette énergie qui aurait besoin de rester latente pour être effective. À terme, une ville qui a épuisé ses ressources énergétiques doit être abandonnée et remplacée par une autre. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé dans l'histoire de la Corée ancienne, lorsqu'en 1394, Taejo, le fondateur de la dynastie Joseon, qui ne s'éteignit qu'à l'aube du XXe siècle, décida pour asseoir son pouvoir de fonder Séoul et surtout de délaisser la ville de Kaesong, capitale de la dynastie précédente, qui avait selon lui épuisé la ressource énergétique de son site. Dans la Corée d'aujourd'hui, on a pu assister, depuis les années 80 du siècle dernier, à de nombreux transferts de centres de pouvoir de Séoul vers Daejeon et Sejong, deux cités nouvelles proches l'une de l'autre et situées davantage au centre de la péninsule. Et la vieille conviction géomantique de l'usure et de la fatigue des sols n'a pas été étrangère à ces transferts, même si ceux-ci, bien entendu, ont répondu à des objectifs qui sont en phase tant avec la situation politique d'un pays, comme vous le savez, toujours divisé, qu'avec l'hyper-développement économique de la Corée du Sud. De surcroît, pour ce que j'en sais, ayant séjourné à Daejeon il y a déjà quelque temps, il ne me semble pas, hélas, qu'un changement effectif de la conception urbaine ait accompagné ce transfert. Mais ce que je cherche à souligner, c'est que cette persistance de l'hypothèse géomantique entre en résonance avec ce sentiment de saturation que l'on éprouve aujourd'hui un peu partout sur la Terre. Et tel que j'ai essayé de le caractériser en le résumant sous le critère du poids et de l'épuisement. Mais s'il était facile à un empereur autoproclamé comme Taejo de décider de la création d'une nouvelle capitale édifiée sur un sol encore vierge, et si l'on trouve encore, loin de la géomancie, de semblables réflexes dans l'édification planifiée de villes nouvelles, Brasilia étant l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, il reste que l'idée d'un transfert global des masses habitées apparaît immédiatement, je n'ai pas besoin de le développer, comme irréalisable. La question, en effet, n'est plus où aller, mais comment faire avec ce qui est là. L'espace du chantier, c'est le territoire palimpseste où nous habitons. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas ou ce n'est plus un changement de territoire, mais la modification, voire le bouleversement des modes d'habitation et d'investissement du territoire tel qu'il existe et tel qu'il nous contient. Et ça vaut exactement de la même manière pour l'agriculture et pour l'architecture. Allez voir ailleurs, comme ce fut le cas en toute innocence cynique avec le colonialisme dans ses différentes phases, allez voir ailleurs, ce n'est plus possible quand il n'y a plus d'ailleurs ou quand celui-ci se réfugie dans ces purs fantasmes idéologiques que sont le métavers et la réalité augmentée. C'est donc dans un espace presque totalement investi, où les aires encore libres sont elles-mêmes enregistrées et comptabilisées au titre de réserve, que le principe d'allègement dont j'ai parlé aurait à s'infiltrer, un peu, au fond, à la façon d'une cinquième colonne. À terme, ce n'est pas seulement le mode d'intervention du geste architectural qui changerait, mais le visage de l'urbain et du monde tout entier, la ville entière. Je me souviens de ce titre que Max Ernst, le peintre surréaliste, avait donné à plusieurs de ses tableaux, où la vision qui était rejointe était celle d'une sorte d'acropole magique se détachant sur un ciel jaune. Je n'ai pas la naïveté de penser que ce qui résulterait de la refonte à laquelle je pense s'inscrirait automatiquement dans un registre visionnaire. Mais si j'en fais état toutefois, c'est pour convoquer aussi, à côté d'un travail assidu de relecture, la nécessité d'un rapport de filiation avec le fond imaginaire de la création architecturale. Encore une fois, non pas en donnant libre cours à telle ou telle fantaisie monumentale, mais en reliant entre elles, par de surprenantes attaches, les pièces désaccordées du patchwork territorial. Ici, une place qui ferait vraiment son travail de place
placette ou agora, peu importe. Là, un jardin, mais qui serait vraiment dans le tissu comme l'entaille d'un biotope préservé. Ailleurs, une répartition exactement pesée entre un lacis de ruelles et une esplanade. Partout, la finesse de seuil se feuilletant et transformant les parcours en cascades de ricochets, et ainsi de suite. Est-ce que cela existe? Peut exister, oui. Et nous en avons ça et là des éclats, des fragments. Mais cette ville concertante, où la partie jouée par chaque instrument serait en relation consciente avec toutes les autres parties, encore faudrait-il la vouloir. Et ici, l'exigence de cette partition se déporte tout entière du côté de la commande, c'est-à-dire, est-il besoin de le préciser, du côté de la décision politique. À ce côté, c'est le moins qu'on puisse dire, nous n'avons pas directement accès. Mais ce qui est en notre pouvoir, plutôt que de longer des murs que nous n'avons pas voulu, c'est de combattre sans relâche les effets et les causes de ce qui les édifie ou en prend possession, et c'est de tendre sur tout l'espace le filet de plus en plus serré d'une connaissance critique de ses formes et de ses enjeux, quitte, pour ceux d'entre nous qui, par leur métier, sont susceptibles d'intervenir sur lui, à saisir aussitôt et aussi souvent que possible l'occasion d'une relève et d'une ouverture. Je vous remercie.